L'épisode d'aujourd'hui du podcast Kwibuka couvre les faits du 5 au 9 mai 1994 où les radios ont continué d'inciter la population à tuer les Tutsis en diffusant la couverture des massacres à travers tout le pays. Le 5 mai 1994, Human Rights Watch a publié une déclaration condamnant les discours de haine diffusés par RTLM. Bien que certains États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies aient appelé à une augmentation du nombre de casques bleus au Rwanda, d'autres pays ont rejeté l'idée. Les massacres dans les écoles, les orphelinats, montrent comment le génocide de 1994 commis contre les Tutsis a été sévèrement exécuté. Les faits marquants du génocide perpétré contre les Tutsis le 5 mai 1994. La radio-télévision libre d'Émile Collines a déclaré que l'extermination des Tutsis survivants devait être accélérée. En effet, le 5 mai 1994, la radio RTLM a diffusé de nombreuses émissions mobilisant tous les dirigeants du Hutu Power, qu'ils soient politiques, militaires, gendarmes, miliciens, Interahamwe Impuzamugambi, de mettre toutes les forces de tuer les Tutsis dans toutes les localités où ils avaient survécu. Ces émissions étaient accompagnées de chansons de Bikini Simon destinées à chauffer à blanc les tueurs. Les journalistes de la RTLM diffusaient également des messages censés être venus de tout le pays qui manifesteraient la satisfaction d'avoir massacré ceux qu'ils appelaient les complices de l'ennemi, c'est-à-dire tous les Tutsis. Les journalistes de la RTLM qui ont activement participé à cette propagande génocidaire sont Noel Hitimana, Habimana Kantano, Valérie Bemeriki et Gaspard Gahigi dans la langue kinyarwanda. Et dans la langue française, on a les journalistes Emmanuel Nkomati, Philippe Mbirizi, Joël Hakizimana et Georges Rougiou. Tous ces journalistes de la RTLM ont appelé à ce qu'ils appelaient la solution finale, c'est-à-dire l'extermination totale des Tutsis. La RTLM a été secondée par Radio Rwanda, la radio officielle, notamment dans des émissions dirigées par Jean-Baptiste Bamwanga et dans la diffusion d'autres appels au massacre faites par d'autres journalistes comme Frodouard Ntaurikura, Augustin Hatari, Focas Fashaho, Robert Simba et autres. Le même jour, l'Organisation internationale des droits de l'homme Human Rights Watch a publié un communiqué dénonçant les émissions radiophoniques de cette même radio RTLM qui appelait à tuer tous les Tutsis survivants à travers tout le pays. Toujours ce 5 mai 1994, la mère supérieure qui dirigeait le couvent des sœurs bénédictines de Sovu dans le district de Huye, Sœur Gertrude Mukangango, a fait tuer les survivants Tutsis des massacres précédents qui avaient eu lieu les 22 et 25 avril 1994 dans le monastère de Sovu. Le monastère des sœurs bénédictines situé en district Huye à Sovu a accueilli en effet depuis le 17 avril 1994 plus de 10 000 réfugiés Tutsis qui se sont cachés dans les différents bâtiments de cet établissement, notamment dans le centre de santé. Ils ont été tués à diverses étapes. Depuis le 22 avril 1994, les réfugiés Tutsis ont été attaqués à 3 reprises. Les Interahamwe ont d'abord attaqué le centre de santé et les réfugiés qui s'y trouvaient se sont refoulés dans le garage de ce centre. Les Interahamwe ont pris la décision de les brûler vifs. Sœur Gertrude Consolata Mukangango, qui avait 42 ans en 1994, et Sœur Kizito, de son nom Julienne Mukabutera, qui en avait 36 pendant le génocide, ont amené 2 jerrycans remplis d'essence. Sœur Kizito a elle-même versé de l'essence devant le garage et y a mis le feu. Le même jour, ont été tués près de 7000 Tutsis. Sœur Kizito, qui avait la liste des réfugiés, s'est empressé à vérifier s'ils étaient tous morts. Le 25 avril 1994, le dirigeant des Interahamwe de Sovu, Emmanuel Rekeraho, son adjoint Gaspard Rusanganwa, alias Nyiramatwi et d'autres Interahamwe sont revenus au monastère tuer les Tutsis qui s'y cachaient encore. Sœur Gertrude et Sœur Kizito se sont entretenus avec Rekeraho et lui ont demandé de les débarrasser de ces réfugiés parce qu'il n'y avait plus de nourriture à leur donner. Les réfugiés ont supplié pour être épargnés, mais Sœur Gertrude a donné l'ordre de les tuer. Le même jour, les Interahamwe ont tué près de 1000 Tutsis. Seuls quelques 30 Tutsis qui avaient des liens de parenté avec des sœurs Tutsis du monastère ont survécu à ces massacres de ce jour-là.
Sœur Gertrude a voulu ordonner aux religieuses Tutsis de chasser ces réfugiés sous la menace de ce qu'en cas de refus, ces réfugiés seront tous tués, tout comme les religieuses Tutsis et leurs familles. Ces religieuses ont tenu bon et ont refusé de chasser les membres de leur famille. Le 5 mai 1994, la mère supérieure du couvent, Sœur Gertrude, a écrit au bourgmestre de la commune Houye, Jonathan Ruremesha, une lettre lui demanda de venir chasser les réfugiés Tutsis. Ci-après, le contenu de cette lettre. Objet, recours à l'autorité. Monsieur le bourgmestre de la commune Houye, Boutaré. Monsieur le bourgmestre, ces dernières semaines, des personnes sont venues au monastère de Sovu en tant que visiteurs qui n'y passent habituellement pas plus d'une semaine, certains étant en mission, d'autres étant venus pour se reposer ou se recueillir pour prier. Avec la guerre dans tout le pays, il y en a d'autres qui sont venus de façon inopinée et qui veulent rester à tout prix ici, alors que nous n'avons pas les moyens de les garder et les nourrir dans l'illégalité. Ces derniers jours, je vous ai demandé que l'autorité communale puisse intervenir pour ordonner à ces gens de retourner chez eux ou de se rendre ailleurs selon leur choix, parce qu'ici au monastère, nous n'avons pas les moyens de les garder. Je vous demande instamment, Monsieur le bourgmestre, de nous aider à nous en débarrasser avant le 6 mai 1994 pour que le monastère puisse à nouveau fonctionner normalement sans aucune contrainte. Nous prions pour vous. La sœur dirigeante du monastère, Sœur Gertrude Consolata Mukangango, signature. Le 6 mai 1994, le bourgmestre Ruremesha est venu faire suite de cette lettre avec des policiers et des miliciens Interahamwe et ils ont massacré les réfugiés Tutsis qui étaient les derniers survivants au monastère de Sovu. Ils ont donc été tués le même jour, sollicités par Sœur Gertrude auprès du bourgmestre Ruremesha pour débarrasser le monastère des réfugiés Tutsis pour qu'il puisse continuer à fonctionner normalement selon ses propres paroles. Sœur Gertrude a été jugée en Belgique en 2001 et le jugement indique notamment clairement que c'est elle qui a révélé aux Interahamwe les lieux où les Tutsis s'étaient cachés dans le monastère. Parmi les Tutsis tués au monastère de Sovu, il y en a beaucoup du clan des Abaha qui étaient nombreux à habiter près du monastère. Ils ont tous été exterminés avec leurs familles et parmi eux figuraient des employés de longue date du monastère. Parmi les tueurs qui ont collaboré avec les sœurs Gertrude Kizito dans les massacres de Sovu, il y a l'adjudant Emmanuel Rekeraho, Joseph Habyarimana qui a fui en France, Gaspard Rusanganwa alias Nyiramatwi, Innocent Nyundo, Pierre Rushyana, Jean Maniraho, Etienne Lugombi Mugabo, Théoneste Kagina, Joseph Bizimana qui était brigadier à la commune Houye et le chef de tous les tueurs en la personne du bourgmestre Jonathan Ruremesha. Sœur Gertrude et Sœur Kizito ont été condamnés par une judiciaire belge, nous l'avons dit, respectivement à 15 et 12 ans de prison. Mais elles ont été libérées anticipativement et résident actuellement au monastère bénédictine de Maredré en Belgique. Après avoir été libérée, Sœur Gertrude a commencé à s'en prendre aux rescapés du génocide commis contre les Tutsis qui ont été témoins à charge dans son procès. Après avoir été libérée, en fait, elle est retournée au monastère de Maredré, comme nous l'avons dit tout à l'heure, près de la ville de Namur en Belgique. Et en 2018, aidée par un journaliste français, Dino de Jérôme Castardi, Sœur Gertrude a écrit un livre intitulé Rwanda 1994, la parole de Sœur Gertrude, dans lequel elle s'adonne au déni du génocide perpétré contre les Tutsis, critique le fonctionnement de la justice et s'attaque violemment aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis qui ont exposé au grand jour sa responsabilité dans le génocide à Sovu, dont des collègues appartenant à la même congrégation qu'elle et qui ont eu le courage de dénoncer ces crimes. Ce comportement inadmissible de Sœur Gertrude a été fort critiqué jusque chez ses collègues. Une d'entre elles, Kaitesi Bernadette, qui était avec Sœur Gertrude au monastère de Sovu, après avoir lu son livre, a écrit son témoignage sur le déroulement du génocide en général et en particulier à Sovu, et aussi sur la responsabilité de Sœur Gertrude dans le génocide de Tutsis à Sovu, laquelle ne doit pas être camouflée. Les faits marquant l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis le 6 mai 1994. Le gouvernement génocidaire a continué à tuer et à inciter les miliciens Interahamwe et Impuzamugambi à accélérer les massacres contre les Tutsis. En effet, le premier ministre Jean Kambanda, le 6 mai 1994, a, sur les ondes de Radio Rwanda, la radio nationale,
exhortait les miliciens Interahamwe à tuer. En ces termes, nous avons les hommes, les munitions, un gouvernement uni, une armée unie et nous devons vaincre. Chacun doit être armé et le gouvernement a placé dans ses priorités la possession d'armes suffisantes, même si tous les autres produits qui viennent de l'étranger devaient ne plus être fournis. Fin de citation. En cette date, du 6 mai 1994, la radio nationale Radio Rwanda a diffusé le discours que Kambanda, Premier ministre, avait prononcé à Kibuye le 3 mai 1994 dans une réunion au cours de laquelle il avait réuni tous les responsables politiques, militaires, ecclésiastiques, hommes d'affaires et autres, en leur demandant d'accélérer la mise en œuvre du génocide dans tout le pays et spécialement à Kibuye où il y avait encore une certaine résistance, notamment à Bisesero. La même émission a été reproduite par Radio Rwanda le 9 mai 1994. Ce même jour, du 6 mai 1994, des pays qui n'étaient pas des membres permanents au Conseil de sécurité, tels que l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et la République tchèque, ont présenté un projet de résolution qui augmenterait les capacités militaires des troupes de l'ONU au Rwanda. Certains des pays membres permanents du Conseil de sécurité, tels que la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, s'y sont opposés et ont plutôt suggéré que la question du Rwanda devait être examinée par l'organisation de l'Union africaine, l'OIWA. Le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Boutros Boutros-Ghali, a écrit au président de l'Égypte, Hosni Moubarak, qui devait accéder à la présidence de l'Organisation de l'Unité africaine. Le président Moubarak a écrit à son tour au secrétaire général de l'OIWA, M. Salim Salim, et lui a demandé de solliciter les pays africains pour réunir des troupes africaines qui seraient envoyées au Rwanda. M. Salim Salim a répondu au président Moubarak que l'Afrique était incapable d'apporter une solution à la question rwandaise à cause des massacres qui étaient commis, que seule l'Organisation des Nations Unies avait les capacités d'agir politiquement et de réunir les fonds nécessaires pour apporter une solution aux problèmes rwandais. Il a ajouté que dans le passé, des problèmes similaires avaient été résolus de cette façon. Le même jour, du 6 mai 1994, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a dénoncé le comportement de la communauté internationale dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et a pris la décision de secourir les réfugiés là où c'était encore possible. En effet, la première semaine du mois de mai 1994, les agents du Comité international de la Croix-Rouge dans des localités de Kigali, Byumba, Gisenyi, Kabgayi et Kibungo ont fait l'air possible pour secourir les blessés et les malades qui étaient sous la menace des miliciens et des militaires. Celui qui dirigeait le CICR, M. Cornelius Somaruga, s'est entretenu avec Philippe Gaillard, qui représentait le CICR au Rwanda. Après cet entretien, le CICR a publié un article dans le journal international Herald Tribune qui dénonçait les médias de la haine et les États qui occultaient la question des massacres commis contre les Tutsis et a déclaré que tous les pays avaient leur part de responsabilité dans ce génocide et qu'ils n'arrêtaient pas. M. Philippe Gaillard a apporté de l'aide auprès de 30 000 réfugiés Tutsis qui avaient fui le génocide à Gitarama, bien qu'ils étaient encerclés par des miliciens et des militaires qui voulaient les tuer. Les réfugiés ont reçu le secours élémentaire. Les miliciens ont continué à enlever des réfugiés pour aller les tuer à différents endroits et ont continué à commettre des viols sur des femmes et des filles Tutsis. Les faits marquant la perpétration du génocide commis contre les Tutsis le 7 mai 1994. Ce 7 mai 1994 fut un jour grave pour les élèves Tutsis du groupe scolaire Marie-Merci à Kibeho. Ils ont tous été exterminés par des gendarmes et des miliciens. Alors que depuis le 8 avril 1994, les Tutsis allaient se réfugier à l'église de Kibeho, les étudiants du groupe scolaire Marie-Merci commençaient à se demander ce qui se passait. Et ils ont compris, à partir de date du 10, 11 et 14 avril, lorsque les Tutsis qui étaient à l'église de Kibeho furent massacrés, ils ont compris que leur sort était également dangereux. Des gendarmes ont été envoyés, soi-disant, pour assurer la sécurité des étudiants de cet établissement scolaire. Mais son directeur, l'abbé Wayez Emmanuel, organisait des réunions clandestines avec des enseignants, dont Fatih Karamour Misdas et Kaigamba François Xavier, et avec des étudiants Hutus qui s'éclipsaient hors de l'établissement pendant la nuit et allaient rencontrer le bourgmestre Nyiridan Charles pour planifier la mort des étudiants Tutsis. Dans la nuit du 30 avril 1994, les étudiants Hutus ont commencé à dire autour d'eux que les Tutsis allaient être tués. Le 1er mai 1994, 10 étudiants
9 garçons, une fille, après avoir appris l'intention de les tuer, ils ont pris la décision de s'enfuir la même nuit et sont allés se réfugier au Burundi. Après que la nouvelle de leur fuite a été connue, les gendarmes ont encerclé l'établissement pour que personne ne puisse désormais en sortir. Les étudiants Tutsis ont voulu fuir au Burundi, mais en ont été empêchés par la suite. En effet, le 2 mai 1994, l'abbé Emmanuel Wayezo, directeur de l'école, a organisé une réunion et a dit aux étudiants que ça ne valait pas la peine de fuir, que les Tutsis qui allaient s'enfuir à la faveur de la nuit avaient été tués la veille et jetés dans la rivière Kavuguto et que les cadavres servaient encore de barrière. Depuis lors, les étudiants Tutsis qui étaient encore au groupe scolaire n'ont plus jamais osé penser s'enfuir. Dans le cadre de propager la haine parmi les étudiants, les Tutsis ont été faussement accusés d'avoir empoisonné la bouillie qui était servie aux étudiants pour tuer les Hutus, disait-il. Les étudiants Hutus ont alors manifesté au son de leurs sifflets et ont refusé de boire la bouillie sous prétexte que les Tutsis l'auraient empoisonnée. Et ils ont déclaré qu'ils allaient laisser l'établissement aux Tutsis et partir ailleurs. Les étudiants Hutus sont allés rejoindre une autre école, le Collège des Lettres, actuellement Collège Mère du Verbe, et ont ainsi atteint leur objectif puisque les étudiants Tutsis sont restés isolés au groupe scolaire Marie Merci. L'abbé Emmanuel Wayezo et certains gendarmes sont allés organiser une réunion avec les étudiants Hutus et ils ont pris la décision qu'ils devaient revenir au groupe scolaire Marie Merci parce que c'était là qu'étaient leurs affaires, mais à condition qu'aucun Tutsi n'y reste. Les étudiants Tutsis ont été relocalisés au Collège des Lettres et les Hutus sont revenus au groupe scolaire. Lorsque les Tutsis sont arrivés au Collège des Lettres, Pierre de Vérone, la sœur qui dirigeait cette école, a refusé de leur fournir un endroit où dormir et les a installés au réfectoire où ils sont restés sans litière ni nourriture. L'atmosphère était telle que les Tutsis, ayant également appris ce qui se passait ailleurs, étaient poussés à s'enfuir. Mais le 4 mai 1994, le directeur, l'abbé Wayezo Emmanuel et les gendarmes ont organisé une réunion avec les Tutsis, soi-disant pour les rassurer sur leur sécurité, mais en réalité pour les contraindre à ne pas s'enfuir. Ont participé à cette réunion le préfet de la préfecture de Gikongoro, Wikiwaru Tarohan, le sous-préfet de la sous-préfecture Moneni Biniga Damien, Monseigneur Misago Augustin, évêque du diocèse de Gikongoro, le bourgmestre de la commune Rwamiko Silas Munyurangabo, celui de la commune Mubuga Nyiridandi Charles, le chef de la gendarmerie à Mubuga, le sous-lieutenant Hitimana Nakle, et d'autres autorités qui étaient venues de la préfecture et des communes Mubuga et Rwamiko. Le préfet a demandé aux représentants des étudiants Tutsis d'exposer les problèmes. Ce dernier a expliqué qu'ils étaient en permanence menacés d'être tués, qu'ils étaient loin de leur famille dont ils ne connaissaient pas le sort, s'ils étaient vivants ou non. Et il a ajouté que si les autorités choisissaient de les sauver, qu'ils survivront, mais que s'ils choisissaient les morts, qu'ils seront tués. Comme les survivants l'expliquent, Monseigneur Misago et le préfet Wikibaruta ont dit aux étudiants Tutsis que les Hutus se sont séparés d'eux parce qu'ils ne leur faisaient plus confiance, car ils passaient les nuits à écouter des chants des Inkotanyi sur Radio Muhabura et qu'ils pouvaient les empoisonner. Le 7 mai 1994, entre 11h du matin et midi, des Interahamwe venus de localités différentes, dont Rwamiko, Mubuga, Ndago et d'ailleurs, ont, munis d'armes diverses, attaqué les étudiants Tutsis et ont commencé à les tuer. Ceux qui ont pu échapper à l'attaque et se sont enfuis ont été traqués à l'aide de chiens et certains ont été dénoncés par leurs camarades Hutus qui observaient la scène d'un endroit situé en hauteur. Les Interahamwe se paraient de feuilles de bananier sèches, tandis que tous les étudiants Hutus portaient des chiffons rouges sur leurs habits pour identifier tout Tutsi qui viendrait s'infiltrer pour se cacher dans les rangs. Les étudiants Hutus portaient eux-mêmes des armes à l'aide desquelles ils ont tué certains de leurs camarades Tutsis de façon atroce, demandant notamment à ceux-ci de s'entretuer et promettant la vie sauve à celui qui survivrait. Ils lui dénidaient préalablement ceux qu'ils allaient tuer. Ils se sont également adonnés au pillage et ont attaqué leurs camarades Tutsis dans les endroits différents où ils s'étaient cachés. Ils ont débusqué dans des plafonds certains d'entre eux, dont Elias Fidel Castro, qui était originaire de Ruhango et qui a été enterré vivant jusqu'au cou avant d'être tué. Les corps sans vie de ceux qui ont été massacrés au Collège des Lettres ont été jetés dans une fosse creusée derrière la chapelle. L'abbé Wayezo Emmanuel, qui était directeur du groupe scolaire Marie Merci, réside actuellement en Italie où il a changé de nom pour s'appeler Emmanuel Mihigo Wayezo. Le préfet de Gikongoro, Wikiwaru Tarohan, a fui en France où il a d'abord été poursuivi par le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a finalement transféré son dossier en France
où jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore comparé devant un tribunal. Il y a aussi Biniga Damien, qui était sous-préfet de Munini, Hitimana Nakle, qui était le chef de la gendarmerie à Mubuga, Bakundukiz Innocent, qui était agronome à Rezina Tedomata et qui est devenu plus tard bourgmestre de Mubuga, Nyiritandi Charles, qui était bourgmestre de Mubuga jusqu'à mi-mai 1994, Ndabanize Juvenal, directeur général de Rezina Tedomata, Mutazana Nathanaël, directeur du centre de santé de Kibeho, Kaigamba François Savier, préfet des études au groupe scolaire Marie Merci, Karekezi Fabien, alias Sagazi, préfet de discipline au groupe scolaire Marie Merci, Fatikara Mourmisdas, qui enseignait la géographie, Séraphine, qui enseignait l'anglais, Kimbo, qui était cuisinier et autres. Les étudiants qui ont participé au massacre sont les suivants. Murindangabe Emmanuel, Murindangabe Mable, Byiringiro Théoneste alias Kofi, Harurimana Alexis alias Gifu, qui était doyen des étudiants, Hakizimana Jean de Dieu alias Rukokoma, Jean Damascène Senyumva, Misago Venuste, Nakabonya Alexis, Aaron Mundanikure, Michel Mutabazi, Hakizimana Jean Damascène alias Gahinda, Uwamahoro Clément, fils de Mutazihana Nathanaël, Kazimir Bizimungu, Butera Christophe, Espérance Nyiranziza, Joseline Byukusenge, Lucien, qui était petit frère du préfet de discipline, Nsabimana Sylvestre, Barinda Janvier, Serushema Jean Bosco, Baraya Gambe Edouard, Uwimana Emmanuel, Godansu Uwamahoro, Solange Uwamahoro, fille de Rwanda, Bimenyimana Jean Damascène, Niyirora Mélanie, Habinshuti François Savier, Twahirwa Gérard, Harimana Géred, Karerangabo Viateur, Munyarukiko François, Vuguzige Gide, Ndayamba Geraste et plusieurs autres. Le 6 mai 1994, le bourgmestre de la commune Kigoma, Ugira Shebuja Célestin, a tenu une réunion dans le secteur Remera, commune Kigoma, réunion qui s'est tenue sur le terrain appelé CCF. Ugira Shebuja a dit: la paix est revenue. Chaque Hutu qui a caché un Tutsi doit le ramener chez lui et le déclarer au conseiller Mushorangabo. Après cette réunion, de nombreux Tutsis sont sortis de leur cachette, croyant que la paix était réellement revenue, mais ils ont été tués. C'est dans le secteur de Remera, Ngwa et Mhanga, dans le district de Ruhango. Le 7 mai 1994, très tôt matin en effet, vers 4 heures du matin, un groupe de tueurs dirigé par Rubagumya François, Silas, alias Gahiri, Ngarambe, Gaspard, Esdras, Kanyandekwe et d'autres nombreux tueurs venus de Nyamazi, Mhanga et Kinyinya sont allés chez Rwabungu Mathias et ont amené vers l'église adventiste des Tutsis qu'ils y ont trouvé, dont la vieille dame Mukamanzi Kostazi et sa fille Kairangwa Tassienne. Sur le chemin vers l'église, les tueurs se sont rendus chez Bizimana Eustache et ont amené la vieille dame Kabayiro Marciane et Gasengera Agnès et ses deux enfants. Arrivés à l'église, les tueurs y ont trouvé des Tutsis de la grande famille des Abazuba et les Interahamwe les ont massacrés sur place. Ils ont tué près de 130 Tutsis. Après ce massacre, ils ont continué vers Katiro, chez Gasinzigwa Rogatien, et ont tué son épouse Mukanyarwa Immaculée et ses 3 enfants. Ces tueurs étaient soutenus par le commerçant Gatabazi Philippe, qui transportait dans sa camionnette rouge les armes qui servaient à tuer. Les tueurs ont continué vers Nhinda, où habitaient des Tutsis des familles des Abagamba et Abanyoni. Arrivés à Nhinda, ils ont rencontré d'autres tueurs venus de collines avoisinantes de Nhinda, dont Remera, Mhanga, Nyamazi, Nyakabuye, Rushoka, Mukingo, Gasoro et Gatagara. C'était tôt le matin. Parmi ces tueurs, dirigés par Igakuba, un tueur notoire, il y avait Kamonyo, Gatoya, Frédéric et beaucoup d'autres. Ils ont commencé par le domicile du vieillard Nyagasa Athanase et ont tué 39 Tutsis. Aucun n'y a survécu. Ils ont continué par le domicile du vieil homme Lukangarajoro François et ont tué 36 Tutsis qui s'y trouvaient. Tandis que des tueurs tués chez Lukangarajoro, d'autres ont attaqué le domicile du vieil homme Mutuhurana Alexis. Ceux qui se trouvaient pris de peur serrèrent les enfants dans leurs bras, mais les miliciens les dispersèrent, les mirent en ligne et les amenèrent chez Lukangarajoro François sur un terrain où ils devaient les massacrer. Les Tutsis crièrent, les enfants pleuraient, et certains d'entre eux les imploraient en disant « Pardonnez-nous, nous ne serons plus des Tutsis, nous ne recommencerons plus d'être Tutsis. » Les tueurs ont commencé à tuer ces Tutsis venus pour la plupart de Mutuhurana, et comme ceux-ci étaient nombreux, de peur qu'ils ne s'échappent, les tueurs les ont mis dans la maison d'Aloïse et les firent ressortir par petits groupes pour les tuer. Après les avoir tués, ils ont jeté les corps dans la latrine de chez Aloïse, et quand celle-ci fut remplie, ils jetèrent les autres corps dans la latrine de chez François.
Après, ils se sont rendus chez le vieux Munyabitare Etienne, où ils trouvèrent 18 Tutsis, dont un vieil homme, son épouse Mukamajoro Marguerite, l'épouse de Munyabitare Bernard, Dino de Bamurange Primitiva, et les enfants Uwineza César, Umugwaneza Solange, Munyabugingo Aristide, Shumbusho Dominico Regis, les enfants de Placide Rutyahana qui s'étaient réfugiés chez Munyabitare, Jeremie Busoro, Mico Myiza, Olivier Mugisha, John Rutayisire, surnommé Bébé, qui ont tous été tués et jetés dans une fosse derrière la maison de Munyabitare. 6 personnes y ont été tuées, 3 ont été enterrées vivantes, 2 d'entre eux sont vite décédés, un seul enfant a été déterré et sauvé par le domestique de sa famille. Après, ils ont amené Munyabitare Bernard, qui s'était caché sur le toit de la maison, mais qui, après avoir vu toute sa famille être massacrée, est descendu du toit et s'est rendu aux tueurs. Ils sont allés le tuer sur la barrière qui était à Katiro. Bernard a été tué par François, le fils de Nkundjumanwa, responsable de Serre de Nyamazi. Sur la colline de Nhinda, près de 200 Tutsis ont été tués, seulement 4 enfants et une femme enceinte ont survécu. Le 7 mai 1994, les tueurs de Mukingo sont allés à Gataraga. Les tueurs de la localité leur ont prêté main forte et ils ont tué des femmes et des enfants dont ils ont jeté les corps dans une fosse chez Muhiza Modeste. Parmi eux, il y avait Mukaremera Marie et Alphonsine Mukagatare et les enfants, Muhiza Omer, Muhiza Clément, Muhiza Roger, Zaninka Rosette, appelée Kiki, Ouere Myrienne, Muhiza Emery, Umuhire Aimé, appelée Poussette, Umuhire Jessica. Après les avoir tués, les assassins se sont vantés qu'après avoir tué les hommes, ils ont terminé en tuant les femmes et les bébés. À cette date, 17 mai 1994, des Tutsis de Remera ont été massacrés. Un groupe de tueurs est venu d'Ombarangasa. C'était des bouchers de l'abattoir de vaches de Nyanza, dirigé par Nzigimfura Vincent. Sebatware, le frère du bourgmestre de Girashebuja Célestin, et Antoine Ntare, ils ont attaqué la colline de Remera, revêtus de feuilles de bananier, accompagnés de leurs chiens munis de clochettes, et ont tué de nombreux Tutsis de la famille des Abanyakarama, dont Gihana Musango Joseph, Kayitare Jean, Mugorewera Françoise, Nibarere Titia, Kaboyi Habiyakare Clément, Kaboyi Hakuzimana Clémence, Mukamusoni Bertha, Musare Bernard, Umugwaneza Veneranda, Uwimana Claire, Mbonyi Judith, Umurongire Titia, Uwineza Sumuta, Mpinganzima Sumuta, Uwirora Benjamin, Habimana Deogratias, Nzigimfura Martin, Mukaruta Mugodance, Kabariso Augustin, Uwimana Immaculée, Mukakabayiza Atanazi, Dadine et Simba. Ils ont également tué des Tutsis de la famille de Gasonga Ntebyi Mudahindurwa Elias. Celui-ci avait pourtant donné une parcelle à Mutwa, le père du bourgmestre de Girashebuja, pour l'aider à s'installer. Et les habitations étaient voisines. Les tueurs étaient dirigés par Sebatware et ont tué à coups de gourdin tout ce qu'ils ont trouvé chez Gasonga Ntebyi, où les membres de sa famille s'étaient réunis. Ils ont tué Gasonga Ntebyi Mudahindurwa Elias, Nyirankezi Marguerite, Mugore Windekwe Antoinette, Mukakizima Konsesa, Uwera Yvonne, Mugisha Yves, Ngabonzima Dieudonné, Mukamusoni Oda, Mukamana Emma Marie, Rwakazine Emmanuel, son épouse Mukarugina Immaculée et les enfants, Ngirabanyiginya Dominique, Mudahindwa Narcisse, Ruhanga Sylvestre, Mugiraneza Rwakazina Robert, umubyeyi Rwakazina Laetitia et Gahaya Rwakazina Basile. Après les avoir tués, ils ont jeté les corps dans la latrine. Après un moment, les tueurs se sont souvenus qu'elle a nommé Mugore Windekwe Antoinette avait un dispositif qui aidait son cœur à battre. Ils sont revenus, ils ont enlevé son corps de latrine, ils l'ont dépecé, éventré et enlevé le dit dispositif. À la barrière qui se trouvait en dessous de chez Rusanganwa et qui était dirigée par Gihana Anisette, y ont été tuées des personnes suivantes. Musonero Augustin, Mukeshimana Tanazi, l'épouse de Munyankindi Samuel, Dino de Marine, et les enfants Mutoni, Belize. Ils ont aussi tué Christine, l'épouse de Kamayan Elias, Charles et son épouse Grace, ainsi que les 2 enfants. La belle-sœur de Kamayana, Dino de Umurisa et son fils, Butyana Anakle, Mushimimana, Mugabo. Tous ceux-ci ont été jetés dans une grande fosse creusée par Gihobe pour en faire une latrine. Les faits marquant l'exécution du génocide commis contre les Tutsis le 8 mai 1994. En ce jour du 8 mai 1994, un grand massacre de Tutsis a été commis au village d'enfants SOS de Gikongoro dans le district de Nyamagabe. Le centre village d'enfants SOS de Gikongoro était dirigé par Marikayiri Rwahandi, secondé par Venuste Nyombayire, qui était originaire de la préfecture de Byumba.
Ce centre prenait soin d'enfants orphelins. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1994, les orphelins Tutsis ont été sélectionnés et tués. Venuste Nyombaire avait été envoyé à Gikongoro par le ministère de l'Intérieur alors qu'il était sous-préfet à la préfecture de Kigali-Rirare dans le but de le protéger de graves accusations qui le visaient pour avoir participé activement au massacre de Tutsis commis en mars 1992 dans la région de Bugesera. Celui qui l'a engagé au village d'enfants SOS de Gikongoro, c'était Munyangabe Marcel, qui était directeur général de SOS au niveau national et qui figurait parmi les miliciens Interahamwe les plus zélés dans la localité de Kakiru. Arrivé à Gikongoro, Nyombaire s'est empressé de s'aborder systématiquement au directeur du village d'enfants SOS dans le but de le remplacer. Pour accéder au poste de directeur du centre SOS en remplacement de Irwahandi Mark, qui était un Hutu de l'opposition, membre du parti PSD, Nyombaire Venuste a comploté contre celui-ci qui fut victime d'une violente attaque à la grenade le 8 avril 1994. Il fut blessé grièvement, raison pour laquelle il s'est enfui, a quitté Gikongoro pour aller à Butare, sa région d'origine, dans l'ancienne commune Mbazi. La grenade en question avait été lancée par Nsengume Nyarfonse, qui était un agent d'électrogaz à Gikongoro, qui était aussi un très grand milicien, sous l'instigation de Nyombaire Venuste. Nsengume Nyarfonse s'est par ailleurs distingué comme étant un redoutable tueur. Après la fuite de Mark Irwahandi, Venuste Nyombaire s'est d'office installé au poste de directeur de fête du village d'enfants SOS de Gikongoro, où il s'était arrogé de tous les pouvoirs, tant celui de tuer que celui de faire abattre. Il faut aussi signaler que depuis son arrivée à Gikongoro, Venuste Nyombaire a intégré la clique d'extrémistes Hutus qui occupaient divers postes de responsabilité de la préfecture de Gikongoro et dont la plupart étaient des gens du nord du pays, originaires de Ruhengeri, Gisenyi et Byumba, des extrémistes qui ont tous planifié le génocide à Gikongoro et l'ont fait exécuter. Le village d'enfants SOS de Gikongoro possédait de nombreux bâtiments, si dans un endroit discret, c'est-à-dire posés dans un endroit discret. Les hommes pour lesquels ils ont été utilisés à abriter des réunions qui planifiaient le génocide ainsi que d'autres activités relatives à la mise en œuvre du génocide commis contre les Tutsis à Gikongoro. La clique dominaire du génocide à Gikongoro était composée notamment de le préfet Bukibaruta Laurent, le sous-préfet Frodouari Havugimana, le colonel Simba Loïs, le bourgmestre de Nyamagabe Félicien Semakwavu, Nderehe Charles Nahonouye, originaire de Ruhengeri, et qui dirigeait le projet de développement agricole de Gikongoro PDAG avant qu'il ne soit muté à Rizar, fin 1992. Célestin Mutabaruka, qui dirigeait le projet de développement agricole dans la région à proximité de la crête Zaire-Nil, qui réside actuellement en Grande-Bretagne. Le capitaine Faustin Sebuhura, originaire de Ruhengeri et qui était le commandant adjoint de la gendarmerie à Gikongoro. Doni Kamodoka, directeur de l'Ezinate de Kitabi et qui était originaire de la commune Mutura d'Angisenyi. Juvenal Ndabarinze, directeur de l'Ezinate de Mata, qui était originaire de la commune Humba dans Ruhengeri. Semigabo Serse, qui était procureur de la République à Gikongoro. Justin Ayurugari, chef de l'électrogaz à Gikongoro et originaire de Ruhengeri. Fabien Wimana, qui était responsable du service de renseignement du Congo, Innocent Tangishaka, qui était chargé des services d'immigration et immigration à Gikongoro, Rurangwa Joseph, qui dirigeait le centre de perfectionnement de Gikongoro, le sous-préfet de la sous-préfecture Munini Damien Biniga, Joseph Ntegeyimtwari, sous-préfet de Karaba, Joachim Hategekimana, sous-préfet de Kaduha, David Karangwa, greffier au tribunal de Kanto de Gikongoro et bien d'autres. C'est cette clique qui a planifié la mise en œuvre du génocide dans la préfecture de Gikongoro que Nyombaire a intégré jusqu'à son arrivée à Gikongoro vers 1992. SOS Gikongoro employait majoritairement des Hutus et quelques Tutsis qui s'occupaient de tâches subalternes. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1994, Nyombaire Venuste a amené dans le centre SOS des Interahamwe qui ont tué les orphelins Tutsis en collaboration avec Kabarere Venansi qui était éducatrice de ses enfants. Elle a été condamnée pour le crime de génocide par Eredisio Gachacha et est actuellement incarcérée dans la prison de Nyamagabe. Venuste Nyombaire a ouvert la porte de la chambre où étaient rassemblés les enfants Tutsis du centre SOS qui furent immédiatement tués. Parmi les enfants massacrés, il y en avait 8 qui étaient venus de Kigali, du centre SOS de Kakiru, pour, semble-t-il, les éloigner des zones de combat. Et les 6 Tutsis parmi eux furent également sélectionnés pour être tués. Ces enfants avaient été sélectionnés par Nyombaire
qu'ils avaient séparés des autres et les avaient mis dans une salle à part vers le 6 mai 1994, ce qui démontre qu'ils savaient qu'ils allaient être tués le temps venu. Le soir du 7 mai 1994, Nyombayire a sélectionné parmi les orphelins Tutsi une jeune fille de 12 ans. Elle arrivera à l'Interahamwe Dino de Ruzindana dans le cadre de la remercier pour participer au massacre des enfants. Elle a autorisé à la violer toute la nuit avant de la tuer le lendemain, ce qu'il a fait. Dans son témoignage, Kabarere Venansi, qui a participé au massacre de ses enfants, affirme qu'elle se souvient seulement de quelques noms de victimes, à savoir Ernestine, Hélène et Janson, et qu'elle ne se souvient pas des autres. Entre 15 et 20 orphelins Tutsi ont été tués au centre SOS de Gikongoro. Au cours de cette nuit, après avoir massacré les enfants, les tueurs ont également donné la mort aux employés Tutsi de SOS Gikongoro, en commençant par ceux qui étaient de garde de la nuit. Ils ont alors tué le gardien de nuit Nyirimerera avant d'attaquer son domicile et de tuer son épouse et ses 4 enfants. Ils ont aussi tué le jardinier Ntaganda Pierre. Parmi les tueurs, il y avait notamment Ndiramiye Boniface, Mbigize Mbishaka Jean, Kanyamanza Damascène, Athanase, Marc et autres. Les enfants et les employés ont été tués par un groupe de tueurs amenés par Venuste Nyombayire et composé notamment de Munyangoga, qui était gardien de nuit à l'électrogaz à Gikongoro, Nsengo Munemya Alphonse, lui aussi agent de l'électrogaz et qui était parmi les dirigeants des Interahamwe de Gikongoro, Kanyamanza Jean Damascène, Habarurema Fidèle, Kakirari Défense, Habineza alias Mapendu, Rusatsi Juvenal, Anastase alias Ruhabana, Gasana fils de Nyamwasa, Nyamuhene Vianney, Gasimba, François fils de Nyarugwe, Ndayisaba alias Kinonko, Nahayo Elize, Luberamanzi Innocent, Utazi Rwanda Emmanuel, Bishoka Nkindi, Musabyimana alias Bisabo, Hashakimana, Mungwarareba. Nyombayire était allé au centre commercial de Gatyazo chez ces Interahamwe, lesquels étaient dirigés par Munyangoga Félicien pour venir tuer les enfants au village d'enfants SOS de Gikongoro. Le 16 octobre 2009, Venuste Nyombayire a été condamné par contumace par la judiciaire Gacaca du secteur de Gasaka à la prison à vie. À cette même date, M. Bernard Kouchner, médecin humanitaire, est venu à Kigali du 12 au 16 mai 1994 pour faire tenter d'évacuer les enfants orphelins par la minoire vers la France. Les négociations ont échoué et le 16 mai, à raison de l'opposition de miliciens Interahamwe, Bernard Kouchner s'était rendu à Gitarama où il a rencontré en vain le premier ministre Jean Kambanda et le président Sindi Kubwabo. Le 15 mai 1994, Kouchner était là pour sauver des orphelins à les évacuer vers la France. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.